Monsieur Jean Gravier, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour ce documentaire sur le vol en Algérie. Comment êtes-vous venu à la pratique du vol sans moteur? J'étais très mauvais en classe et un jour mon père a pensé qu'il allait m'attirer plus facilement au travail s'il me promettait une carotte qui était le vol à voile. Et en réalité je ne me suis pas amélioré, mais lui voyant que je ne m'améliorais jamais, il m'a inscrit quand même au club. J'y suis arrivé et quand il est reparti, je me suis trouvé seul au milieu d'une bande de gens qui se connaissaient très bien, qui se chambraient, tentaient plus, et moi, timide, je me voyais très mal là au milieu, et j'ai été déçu pour le premier jour. Quand je suis rentré le soir chez moi, je m'étais juré de ne pas rentrer et de ne pas revenir au club. Et j'y suis revenu le lendemain. Et puis voilà. Donc après ça s'est passé très bien, j'ai rencontré plein d'amis qui le sont toujours. Bien, Monsieur Gravier, votre premier vol en double commande avec Monsieur Walco. Comment ça s'est passé? Ah, ça c'est à marquer d'une pierre noire ou blanche, j'en sais rien. Mais c'est à marquer parce que toujours timide, je ne faisais pas grand-chose. Je sais qu'il fallait beaucoup pousser les planeurs, tirer les planeurs, à l'époque c'était comme ça. Et je suis monté dans quelque chose que je n'avais jamais pratiqué. C'était étroit, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, même si je savais qu'un manche servait à piloter. Et surtout derrière moi, j'avais quelqu'un qui parlait très fort, pour ne pas dire hurler. Et ça m'a beaucoup coupé les moyens, disons. Et quand on a décollé, la première impression, au treuil, c'est très très stressant parce que là, on monte à 45 degrés, on voit rien, on entend, ça craque de partout, ça siffle, et puis tout d'un coup ça s'arrête. Et à ce moment-là, le bruit du planeur se tasse, ça devient pas du silence parce que ça siffle, et puis tout d'un coup c'est la voix qui est derrière qui se met en marche et qui commence à hurler. Et puis voilà. Et on a fait 4 tours comme ça, de pire en pire. J'ai entendu que si j'étais toujours dans ces conditions, ben ça ne le ferait pas. Et puis on s'est posé, et puis je suis revenu le lendemain. Comment s'est passé votre premier vol solo? J'étais déjà prévenu, j'avais passé ma nuit carrément à refaire mes vols dans ma tête. Et je suis parti comme ça. Et puis le décollage, le coup du treuil, ça m'a été complètement digéré, ça ne faisait plus rien. Mais quand je suis arrivé en haut au lâcher, au moment de larguer le câble, le silence impressionnant de l'émoucher à ce moment-là m'a perturbé au point que je pensais que j'étais en décrochage. J'ai mis manche en avant, je me suis retrouvé en piqué, j'ai retiré. Il m'a fallu 2 bonnes minutes pour arriver à saisir le fait que j'étais seul, que j'entendais plus crier derrière moi, qu'il fallait que maintenant la bille, si elle était dans le coin, ça faisait rien, je virais, je faisais mon tour de piste et je me posais en sachant qu'il fallait faire l'arrondi, que personne ne me le dirait, et je me suis posé. Et ça a été un souvenir formidable, j'ai fait mes 4 tours de piste, et après pour les autres, les copains qui n'étaient pas encore largués, je devenais presque un professeur. Monsieur Gravier, parlez-moi de la durée de vol des 5 heures. Ça, il y a des anecdotes là-dedans que je me demande si je peux les raconter. D'abord, en arrivant au club, il y avait une maxime qui m'avait beaucoup étonné et surpris parce qu'il y avait un petit panneau avec un planeur et au-dessus il y avait écrit en lettres noires sur fond jaune après 10 heures, tu crois tout savoir. Après 100 heures de vol, tu es sûr de tout savoir. Après 1000 heures, tu t'aperçois que tu ne sauras jamais tout. Et moi, j'avais été lâché quelque temps avant, je devais avoir une dizaine d'heures de vol. J'étais sûr de tout savoir. Et quand j'ai décollé sur ce planeur qui était un 311P Castel, que je ne connaissais pas, c'était mon lâcher dessus, planeur à roulette, donc qui changeait des patins, qui s'arrêtait aussitôt.
J'ai décollé là-dessus pour faire mes 5 heures et je partais à l'aventure sur 5 heures de pente, aller-retour à cirer la pente tranquillement pendant toute la journée. Et c'était un jour de septembre, assez gris, nuageux et souvent couvert. On s'est retrouvé 14 planeurs en l'air ce jour-là, à faire attention aux autres. Et pour moi, c'était nouveau. Et à ce moment-là, il fallait passer le temps. Et je ne savais pas comment passer le temps, sauf en mangeant. Et en mangeant, j'avais porté une bouteille de limonade, j'avais porté une boîte d'olives, du pain et un oignon. Et puis, donc, j'ai consommé tout ça pendant le vol. J'ai vu pour la première fois sur la mer des trombes d'eau que je n'avais jamais vues en vrai. Donc, je les ai vues pour la première fois. On s'est croisés souvent avec d'autres planeurs. On se faisait signe. J'ai un copain qui, je ne sais pas si je dois le dire, mais j'ai un copain qui est parti un peu devant moi, qui a fait un looping qui était strictement interdit, et qui est revenu. Il avait un javelot à l'époque. Et on a continué, mes heures se sont passées en mangeant des olives, du pain, de l'oignon, des olives, du pain, de l'oignon. Et puis il s'est mis à pleuvoir, et puis il a commencé à pleuvoir dans le planeur. J'étais trempé, et quand je me suis posé, c'est là le point crucial, c'est que quand les copains sont arrivés, ont ouvert le cockpit, ils ont trouvé que ça sentait très mauvais là-dedans. Ils ont cru que je m'étais pissé dessus, non, c'était l'eau qui était passée par la verrière. Et ils ont trouvé que ça sentait très fort. Et puis cette petite histoire m'a valu d'être chambré pendant pas mal de temps. Voilà, ça c'est mes 5 heures, je m'en souviendrai toujours, septembre 1959. Bien. Quels étaient les types de planeurs sur lesquels vous aviez volé? Eh bien, pour commencer, je croyais commencer mon écolage sur un C800, connu de tout le monde sous le nom de la baleine, tellement il était gros et ventru. Mais il se trouve qu'il a été arrêté juste quand je suis arrivé, donc on volait sur un biplace en tandem. C'est pour ça que j'entendais Valco dans mon dos. Et qui était fabriqué en Algérie, qui s'appelait le Dacal. C'était une extrapolation biplace de l'émouché, qui était une copie du Gruno Baby allemand. Et ensuite, on était lâché donc sur l'émouché. De l'émouché, quand on avait fait suffisamment d'heures, on passait sur le 40P, qui était, pour aujourd'hui, c'est un planeur qui ne vaut rien du tout, mais qui était à l'époque le planeur qui avait été construit pour le championnat du monde de 1939, je crois. Donc, se dire qu'on volait sur un planeur de championnat du monde. Ensuite, on passait au Nord 2000, qui était encore meilleur, au 311P en même temps, un ou l'autre, c'était pareil. Et puis on arrivait au summum de la classe à l'époque, le Javelot, qui était le Javelot, à l'époque c'était le Javelot qui avait 16 mètres au lieu de 15 qu'ils ont fait plus tard. Et à la fin, vers la fin du temps où le club a été ouvert, on avait reçu un Breguet 905 Fauvette. Et ça, quand je suis arrivé là-dessus, c'est là que je me suis dit, tu ne sauras jamais tout. Parce que c'était encore autre chose comme pilotage, léger, fuyant, voilà. Avant mon premier vol en remorquage, il y a eu mon premier vol en remorqué double commande. Et là, je me retrouvais, après pas mal d'heures de vol libre, je me retrouvais avec Valkoviak derrière, qui était très sympa, qui était devenu beaucoup plus sympa, mais qui avait toujours gardé sa voix. Et il se trouve que notre remorqueur était un Storch qui était devenu Morane 500, avec une énorme hélice, un souffle phénoménal, une piste très courte, si bien que la corde de remorquer était très courte, et on était dans le souffle en permanence, et il fallait savoir piloter. Et donc le premier vol, j'ai été très mauvais, au point qu'on m'a ordonné derrière, j'ai entendu l'ordre de me larguer et d'aller me poser, parce que c'était comme ça. Et un jour, j'ai eu l'heureuse surprise d'entendre Valco me demander si j'étais libre un lundi après-midi, le centre était fermé à ce moment-là. J'ai dit oui, parce que j'étais comme ça, je préférais manquer le lycée que manquer le vol à voile. Et donc, ce que j'ai fait, je suis monté au terrain et il m'a dit on part en remorqué à Intemouchent. Ah bon? Je dis mais comment on fait ça? Ah, mais vous démarrerez. Et j'ai téléphoné à un copain, j'ai dit est-ce que tu veux bien
si on fait un remorqué en double, est-ce que tu veux bien partir avec moi à Intemouchent? Aussitôt il a dit oui, on a décollé, ça s'est bien passé. Seule chose, c'est qu'en passant au-dessus d'Oran, c'était extrêmement secoué. Je n'ai jamais été secoué comme ça. C'était phénoménal. J'étais prêt à larguer à tous les coups pour me poser à la Seigna ou n'importe comment. Et puis finalement, en discutant avec le copain derrière, il a pris un peu les commandes. Et puis finalement, l'arrivée d'Intemouchent s'est faite toute seule après 3/4 d'heure de vol. Et en bas, il y avait déjà le Storch qui était posé. Il nous avait largué à 1000 mètres. Et amusez-vous qu'il avait dit. On avait tourné autour d'Intemouchent. Et on avait dit, avec mon copain, on avait dit, on va te leur faire un atterrissage comme on sait les faire. Et on était arrivé, on s'était posé à côté du Storch, à 10 mètres derrière, quoi. Au sol, ils étaient tous surpris de peur de nous voir rentrer dans le remorqueur. Et là, on avait voulu montrer que Canastel était supérieur à Intemouchent. Monsieur Gravier, voilà. Parlez-nous de l'aérologie du pays. Eh bien, c'est simple, parce que pour Canastel, c'était résumé à 2 vents dominants, nord-est et sud-ouest, ouest-sud-ouest. Pas trop sud, parce que la pente ne portait plus dans ce cas-là. Donc, il n'y avait pas 36 solutions. Nord-est, c'était grand beau temps. On faisait des tours de piste, décollage, Autreuil, tour de piste, atterrissage, ce qui fait on sortait toujours avec une quantité incroyable d'atterrissage, si bien qu'on n'avait jamais aucun souci dans l'atterrissage. À l'époque, on pratiquait la glissade, et qui était la dernière leçon qu'on prenait avant le lâcher. Et là, on avait appris si le câble cassait à 60 mètres, on descendait en glissade et on se posait automatiquement. Il faut dire que les planeurs à l'époque volaient à 60 à l'heure. C'était rendu plus facile. Ça, c'est pour le nord-est. On faisait guère de choses. Des fois, on devait tourner obligatoirement dans le sens à l'inverse des aiguilles d'une montre. Mais il nous arrivait de tourner dans l'autre sens, contre le gré de l'instructeur Valkoviak, parce qu'on espérait toujours trouver des pompes, parce qu'on était en bord de mer et les pompes ne se formaient pas là. Et on espérait aller les chercher un peu plus loin à l'intérieur. On en trouvait de temps en temps, mais on avait tellement peur de se vacher qu'on revenait vite au terrain. Ça, c'est pour le nord-est. Ensuite, pour le nord-ouest, le sud-ouest, c'était autre chose. La piste était un peu plus longue, on était largué à 180 mètres et on filait sur la pente dans un endroit qu'on appelait la butte de tir, qui était une espèce d'anse où on était sûr de trouver de quoi monter. Après, il y avait des consignes très strictes, ne pas quitter la butte de tir avant 200 mètres ou 250 mètres, aller jusqu'à tel endroit, pas avant 400 mètres, et ainsi de suite. On longeait la pente jusqu'à la montagne des Lions. Et quand la pente faisait un angle droit qui ne portait plus, on revenait jusqu'au-dessus d'Oran. Là, on avait la cheminée de la centrale électrique qui fumait noir à l'époque et qui nous donnait la direction du vent sans possibilité de se tromper. Le problème, c'est qu'en arrivant sur Oran, la pente diminuait et ça nous portait beaucoup moins. Et surtout, ça commençait à tabasser énormément. On a su plus tard pourquoi. Il y avait de l'onde qui arrivait d'on sait où. Et donc on faisait demi-tour parce qu'on avait toujours peur, le problème éternel de se vacher et de se faire arrêter de vol et tout ça. Parlez-moi de la Coupe de Loupy. Encore une institution, la Coupe de Loupy. Quand je suis arrivé, on m'en a informé, mais comme je débutais, ça ne m'a pas tellement impressionné. Et puis dès que j'ai été lâché, j'ai commencé à me sentir des ailes, hein, si on veut. Et je suis devenu ce qu'on appelait un vrai crevard, c'est-à-dire que mon temps libre se passait sur le terrain plutôt qu'au lycée. Et là, j'ai commencé, après le lâcher, j'ai commencé à accumuler des heures et je me suis retrouvé par hasard, les 6 mois après, inclus dans la Coupe de Loupy, à une place dont je ne me souviens plus, mais qui n'était pas luisante, en me jurant que je la gagnerais un jour. Et il se trouve que l'année suivante,
a été propice parce que de plus en plus, je faisais le lycée buissonnier pour me rendre au club. Et là, j'ai volé, tentais plus. Et c'est là qu'a commencé un autre apprentissage dans la vie du club, c'est-à-dire que j'ai donné la main à droite, à gauche, je venais le matin, je nettoyais les verrières, j'ai aidé à faire de la mécanique, j'ai appris beaucoup de choses. Et petit à petit, je ne vais pas dire la préférence, parce qu'il n'y a pas de préférence, mais comme j'étais arrivé le matin, j'étais le premier à partir. Et puis après, des fois, j'oubliais, quand je voyais que la Jeep était sur le cercle, pour moi, j'oubliais de la voir, quoi, souvent. Et je me faisais engueuler, mais ça fait rien. J'avais gagné 2 heures. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que l'année suivante, je gagnais la Coupe de Loupy largement. Alors bon, les copains s'en fichaient un peu parce que on en rigolait. Eux travaillaient, ils passaient le bac et tout ça. Moi, je n'ai pas eu le bac cette année-là. Mais tant pis, j'avais gagné la Coupe de Loupy. C'était ce qui m'importait le plus. Et puis c'est là qu'a commencé mon idée de répondre à l'absence du bac à mon père. Mon père me disait, tu n'as pas le bac, tu ne seras rien du tout. C'est là que j'ai dit, de toute façon, ma vie, ce n'est pas le bac, je veux être instructeur voile-à-voile. Donc il faut que je fasse des heures. Et à partir de ce moment-là, il a revu son passé, quand il volait, qu'il était crevard aussi, à moteur, mais crevard. Et il m'a dit, ok, d'accord. Parlez-moi des accidents et des incidents sur la plateforme. Des accidents graves, je peux dire qu'il n'y en a jamais eu. Sauf un que je ne citerai pas, qui s'est passé avant que je commence à voler, qui est un incident fâcheux, mais qui n'impliquait pas le pilote, mais simplement l'état du terrain. Donc j'en parlerai même pas et je citerai personne. Mais juste avant mon arrivée, je suis rentré, la première fois que j'ai pénétré dans le hangar, j'ai vu une épave de planeur que je ne connaissais pas, mais j'ai vu qu'il était marqué sur la dérive 1301. Et quand j'ai demandé pourquoi, c'est un gars qui était trop haut en entrée de piste, et comme notre piste était très courte, erreur de pilotage, il a voulu faire un 360 à 50 mètres en entrée de piste. Ça, tout le monde sait que c'est banni. Il s'est mis en vrille parce que le 1300 était très propice à ça. Et il s'est planté, il s'est cassé les 2 jambes. Donc voilà, ça c'est un accident grave. Après d'autres, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents. Il y a eu des erreurs humaines. Un jour, un copain, que je ne vais pas citer non plus parce que il y avait beaucoup de vent, on se posait après la pente. Après un vol de pente, on se posait, il y avait pas mal de vent, 25, 26, 28 km à l'heure. Il s'était posé en aile volante et il a fait l'erreur, au lieu de rester dans le planeur, de vouloir s'asseoir sur l'aile. Dès que la Jeep a commencé à le tracter, l'aile s'est levée, a décollé, et lui qui était dessus, l'aile a fait un 360, s'est retrouvé planté sur les dérives, et lui sous le planeur. Il n'avait rien, on l'a amené à l'hôpital pour voir, mais enfin bon, ça a fait un interdit de vol et autrement rien de plus. Et après, il y avait les problèmes météo, qui étaient des problèmes fâcheux parce que quand on avait du vent de nord-ouest sur la pente, le vent tournait souvent au sud et là, à ce moment-là, la pente ne portait plus. Et au lieu des varios à +2, +4 qu'on avait, on se retrouvait avec des -5, -6 des fois. Et si on était loin, il fallait soit trouver un endroit pour se poser, on était averti des endroits qu'il y avait. Si on était proche, on rentrait au terrain en catastrophe. Et si on était encore trop bas, on se posait en bas de la falaise. Alors là, c'était assez scabreux parce qu'il n'y avait pas de piste, c'était au milieu des rochers. Donc, bon, c'est arrivé une fois, je crois. Mais un jour, le vent a tourné très rapidement. J'étais, comme par hasard, ce jour-là, avec un élève en Dakal. Je faisais de l'emport d'élèves comme ça pour soulager un peu et faire voler des élèves. Et donc en biplace, quand c'est tombé, je n'ai pas pratiqué les procédures habituelles, c'est-à-dire on devait faire un 360, se mettre perpendiculaire à la piste, virer, dernier virage et rentrer. Là je suis rentré directement, je me suis posé, un deuxième planeur s'est posé derrière moi
Et les autres qui étaient un peu plus loin n'ont pas pu rentrer sur le terrain et se sont plantés dans la haie d'arbres qui bordait la route. Et là, il y a eu 2 casses, c'est le même jour, et qui étaient un 40P et le Nord 2000. Ils ont été cassés le même jour, ce jour-là, et ils récupéraient. Donc voilà. C'était des problèmes de météo, pas des problèmes de... Et il y en a eu une autre fois, une aile volante aussi, toujours pour la même raison et au même endroit. Les gens qui rentraient partaient trop bas de la pente, devaient sauter la haie d'arbres de la route, ne la sautaient pas suffisamment et se plantaient dans les arbres. Donc un jour on a été récupérer une aile volante plantée dans les arbres, dans les mûriers qui bordent la nationale au rang Canastel. Voilà. Mais autrement, je n'ai pas connu d'accident grave, quoi. Mais le terrain était tellement difficile qu'on se demande comment il n'y en a pas eu plus, davantage. Hein. Le vol moteur, parlez-moi de votre objectif. Le vol moteur, c'est dans mon esprit une suite logique, parce que, à mon avis, contrairement au dire de mon père, il valait mieux commencer par faire du vol à voile que du vol à moteur. Et lui trouvait que le vol à voile, à l'époque, on tournait dans un bac à sable et qu'on n'en bougeait pas, alors que lui, il avait les horizons ouverts et que c'était formidable, etc. Et quand je lui ai rétorqué que s'il coupait son moteur, qu'est-ce qu'il faisait, il n'avait pas de réponse. Moi, j'en avais une. Et donc, je suis parti au vol à moteur parce que Valkoviak m'a incité d'abord, et ensuite, il se trouve que j'ai pu avoir une bourse, parce que j'étais jeune, j'avais encore moins de 18 ans, et donc je me suis mis au vol à moteur, comme ça. J'ai eu un instructeur qui était un type formidable, auquel je pense souvent d'ailleurs, et qui n'avait jamais fait de vol à voile. Et on en a parlé, il était pilote de T6, pilote de chasse donc, et il m'en a parlé, et je lui ai dit, ben écoute, si tu veux bien, je te ferai faire un tour de planeur, tu verras ce que c'est. Et donc j'ai fait mon apprentissage avion, j'ai été lâché après moins d'1 heure et demie de vol, parce que le poser très court, on connaissait, mettre le moteur, bon, c'était pas très compliqué, et puis après j'ai eu le droit de m'éloigner du terrain, j'allais faire mes tours, je survolais ci, survolais là, survolais l'autre. J'ai même profité de ça pour aller faire explorer une autre pente qui était un peu loin du terrain, mais qu'on espérait toujours atteindre en planeur. Et j'étais allé par vent d'ouest un jour et je me souviens très bien que j'avais trouvé de l'ascendance à cet endroit-là. Et c'est là d'ailleurs qu'ils ont construit l'aéroport d'Oran, le nouvel aéroport d'Oran, Bousfer, qui était le long du mur Djadjo, quoi, qui va jusqu'à Intemouchent. Là, il y avait 50 km de pente. Et on n'avait jamais eu l'autorisation de tester ces endroits-là parce qu'on n'avait pas de terrain. Il fallait déplacer le terrain à Bousfer et ce n'était pas faisable à l'époque. Mais c'était en pourparlers. Parce que le nôtre, malheureusement, devait sauter, parce qu'il s'est trouvé souvent que quand on était à 2000, 2005, on croisait les caravelles qui venaient se poser. Des fois, on les voyait passer dessous. Et ça, c'était dans les pourparlers. Le terrain devait être interdit un jour ou l'autre, donc voilà. Et le vol à moteur, ben, j'en ai fait un peu comme ça. J'ai passé mon second degré, qui n'a pas été homologué parce que les événements ont fermé les terrains. Donc il n'a jamais été homologué. Mais j'avais mes 40 heures à l'époque, c'était 40 heures de vol ou 30 heures, je ne me souviens plus, enfin bon. Je crois qu'on venait juste de passer aux 40 heures. Et j'ai donc fait mes heures et puis j'ai arrêté le vol à moteur à ce moment-là. Parlez-moi de la montagne noire. Pourquoi? La montagne noire, c'était pas prévu du tout. La montagne noire, c'était un des centres qui était connu à l'époque comme les plus grands centres de vol à voile de France. Mais nous, on avait un centre qui était le plus grand de France, pour moi, c'était Canastel. D'abord parce que Canastel rivalisait au point de vue d'heures de vol avec tous les autres clubs de France. Moi, je vois aujourd'hui des gens qui ne volent que de juin à septembre, ont volé 365 jours par an. Et ça, c'était formidable. Et donc, il n'y avait pas de raison que je change, moi. On commençait à envisager les vols de distance, et j'avais même l'autorisation de partir en distance. Donc, pour moi, faire les 50 km, c'était mon but. Et je n'avais pas d'autre
idée que de les faire entre Canastel et Mascara ou Relisane ou n'importe quoi, ou à Intemouchent. Mais un jour, il se trouve que les généraux ont décidé de faire un putsch et qu'un matin, en arrivant au terrain de vol à moteur, j'ai trouvé les gendarmes devant la porte qui m'ont interdit l'entrée. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas au courant? Non, je ne suis pas au courant. Moi, à l'époque, les infos, je m'en foutais un peu. Hein. Eh bien, ils m'ont dit que le terrain était définitivement fermé. Jusqu'à quel ordre? On n'en sait rien. Donc, j'ai sauté sur ma mobilette à l'époque et je suis parti au terrain de vol à voile. Et là, Valco m'a dit, on a des soucis. Le terrain risque de fermer. Il risque de fermer, mais cet après-midi, il n'est pas fermé. Donc, puisqu'il n'est pas fermé cet après-midi, je suis là, je ne repars pas déjeuner. On décolle, il y avait du vent d'ouest. J'ai décollé. Alors aujourd'hui, il m'a dit, vous pouvez prendre le Breguet 905. Jusque-là, il n'y avait que le docteur Deloupy, le président, qui avait eu le droit de l'utiliser. Ce qui est normal, il avait des tas d'heures de vol en plus que moi. Mais bon. Mais toujours, je me ressentais comme dans la branche du milieu. À 100 heures de vol, tu es sûr de tout savoir. Et donc, j'ai pris mon Breguet 905, j'ai fait un vol mémorable, parce que c'était un autre planeur. C'était un planeur qui me faisait passer à 28 de finesse, je crois, qui me laissait à côté de mes 21, 22, qui était incroyable, et qui avait la particularité d'avoir un cockpit plongeant, si bien que quand je me suis trouvé en haut du treuil, j'ai eu l'impression qu'il piquait, parce que c'était le cockpit, et j'ai donc tiré sur le manche et j'ai décroché, premier contact avec la fauvette. Ensuite, quand j'ai commencé à faire mon vol sur la pente, j'ai commencé à regarder à droite à gauche et là j'ai ressenti à nouveau ce que j'avais senti une première fois avec l'aile volante, c'est que j'avais l'impression d'avoir les ailes greffées aux épaules. Et ça, c'est incroyablement réjouissant. On a l'impression de voler soi-même et ça, c'est formidable. Et donc j'ai fait mon vol. Le lendemain, je suis revenu, j'ai encore refait du vol. Après, j'ai un souvenir, le docteur Deloupy est arrivé, il m'a dit je prends la fauvette, j'ai dit bon, ben, je prends un javelot. Mais ça, c'était dans l'ordre des choses, il était plus âgé que moi en plus. Hein. Moi j'avais 17 ans, alors je devais me la fermer, hein, ou 18. Et donc on a continué à voler comme ça pendant une dizaine de jours, ou une quinzaine de jours. J'ai réussi à faire quand même 6 heures ou 5 heures de fauvette. Et puis un matin, je suis arrivé au terrain, Valco m'a dit c'est même pas la peine. Ils viennent creuser une tranchée. Une tranchée, pourquoi faire? Ils vont creuser une tranchée qui va barrer les pistes parce qu'ils ne veulent pas que l'OS vienne poser sur ce terrain. Donc c'est fini pour le vol à voile. Alors, après cette grande digression, c'est là qu'on arrive à la Montagne Noire. Il m'a dit, si vous voulez continuer à voler, il faut partir en France. J'ai dit, mais partir en France, ça va me coûter cher. Il m'a dit, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est un autre problème. Hein. Et j'ai choisi Saint-Auban, parce que Valcoviac m'avait conseillé Saint-Auban pour devenir instructeur, c'était par là qu'il fallait passer. Saint-Auban, plus de places en stage, il ne restait plus que des places en stage à la Montagne Noire fin septembre. Autrement dit, dans des conditions météo déjà difficiles. Mais je suis parti avec un copain quand même. On a fait une douzaine d'heures de vol. J'ai failli faire du Breguet 901. Je me suis fait engueuler parce que je me posais trop court. J'ai fait une partie du stage qui s'est déroulée à Puy-Vert, si bien que ça m'a fait connaître un autre environnement, d'autres planeurs. J'ai connu le Spallinger que je ne connaissais pas, l'Air 100 que je ne connaissais pas, des javelots que je connaissais, mais enfin, et surtout le Breguet 904 en double commande, où j'ai été lâché après une demi-heure de vol, je crois. Mais le stage a foiré plus ou moins parce que moi, mon but c'était le 901 et surtout revenir avec les 50 km. Or, je n'ai fait ni un ni l'autre parce que le 901 était alloué à un jeune que je ne connaissais pas et qui, quand je suis rentré, je me suis aperçu qu'il a été... Il lui laissait le 901 parce qu'il préparait les championnats de France où il a été champion avec ce planeur-là. Voilà. Et c'est là que j'ai découvert aussi, un peu plus tard, je crois que c'est un peu plus tard, que j'ai découvert le Macready et tout ce qui s'ensuit, quoi. Qu'on n'utilisait pas à Canastel, évidemment, puisque les pentes, c'était très réduit. Parlez-moi de l'onde, monsieur Gravier.
L'onde, c'était, pour Canastel, c'était le Graal. Celui qui avait trouvé l'onde, eh ben, au moins une fois dans ses vols de Canastel, eh ben, il avait trouvé le Graal. Et il fallait un planeur un peu spécial pour ça, déjà monté dans les planeurs un peu perfaux, c'est-à-dire au moins le javelot. Peut-être que la fauvette était peut-être un peu fragile pour l'onde, mais le javelot, ou le Nord 2000. Il se trouve que pendant très longtemps, on a volé à Canastel sur une pente qui faisait 150 mètres et qui nous montait quand même à 2000, 2003, couramment, sans qu'on se demande pourquoi. Parce qu'une pente de 150 mètres, elle vous monte à 300 mètres, le double de la pente en général. Et avec des vents de 22-25 km à l'heure, on arrivait à monter à 2000, passer 2000. Et on se demandait toujours pourquoi. Et un jour, celui qui avait été mon instructeur, pas Valkoviak, un autre dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, Roger, et était parti en javelot avec des conditions sensationnelles. Il était parti au treuil à 180 mètres, il avait attaqué la pente, il était parti sur Oran, il avait trouvé les rouleaux et il était monté, ça a fait l'article dans l'Écho d'Oran du lendemain, 5380 mètres, en partant à 180 mètres au treuil. Je crois d'ailleurs que c'est le record d'Algérie d'altitude qui n'a sûrement pas été battu depuis, peut-être, non pas, sûrement pas. Et donc à partir de là, tout le monde avait envie de faire de l'onde. Donc la première des choses qu'on faisait, c'était, dès que ça soufflait un peu et qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, qu'on dépassait 1000 mètres, on partait sur Oran, on sentait les rouleaux, et moi j'y suis allé 10 fois là-bas. J'arrivais dans les rouleaux, et je faisais demi-tour parce que j'avais peur des rouleaux. Je n'avais pas été formé à ça. Et ceux qui connaissent l'onde et les prémices, avant de rentrer dans la tranquillité et le vol silencieux, les rouleaux, c'est pénible. C'est pénible et très scabreux. Je me suis trouvé plusieurs fois sur la tranche sans vraiment vouloir le faire. Et donc, chaque fois, j'abandonnais. Un jour, c'était un lundi, les conditions étaient formidables. J'allais en classe sur le boulevard Front de Mer qu'on appelait. Et je voyais la cheminée. Avant de rentrer en classe, je voyais la cheminée. Et là, quand j'ai vu la cheminée, elle était parfaitement orientée. Elle était presque horizontale. J'ai dit, il y a un vent, attention. Je téléphone à Valco. Je lui dis, Valco, aujourd'hui, il y a de l'onde. Il me dit, ouais, mais c'est lundi, on ne travaille pas. Et bien, j'ai dit, si je commande à 4 ou 5 copains de venir, vous faites le départ, vous démarrez. Il me dit, si vous êtes 4 ou 5, on va tenter quelque chose. Et le lundi, donc, j'ai téléphoné, j'ai eu 3 copains qui ont pu venir. On est arrivé au terrain, on a sorti le javelot, on a sorti le treuil, et Valco m'a dit, vous me treuillez, j'essaye d'abord. Et il est parti, il est monté à 1800 mètres en rien de temps. Il est allé sur Oran, il a senti que ça secouait, il a dit, il s'est reposé, il m'a dit, allez, à votre tour, démarrez. Il a sorti les autres planeurs, il a fait partir 3 planeurs, 4 planeurs quoi, au total. Et là, je suis parti sur Oran, et j'ai eu donc l'occasion de sentir tout ce qui se préparait avant de sentir l'onde. Je suis monté à 3100 barreaux, évidemment, comme un imbécile. Et donc je suis arrivé dans les premiers rouleaux et puis là, ça s'est affaissé d'un seul coup. Les autres se sont posés bien avant moi et moi je suis rentré. Mais j'étais content d'avoir touché à l'onde d'Oran. Racontez-moi vos meilleurs souvenirs. Eh bien, mes meilleurs souvenirs de cette époque-là, c'est-à-dire des années 50, fin 50 jusqu'à 61, malgré les événements, comme on appelait ça à l'époque, j'en avais pas beaucoup, parce que j'étais en classe et je n'aimais pas ça. Je trouvais que je perdais mon temps. Je voulais faire de l'apprentissage mécanique et on me l'avait refusé parce qu'il fallait passer le bac avant tout, à cette époque-là. Et donc, j'avais pas vraiment de beaux souvenirs, sauf le jour où mon père m'a inscrit au vol-à-voile, et encore, c'est même pas dans les premiers jours, c'est bien plus tard, quand les gens que j'ai côtoyés au début sont devenus des amis. Des amis qui sont devenus de vrais amis,
les filles qu'il y avait là-bas, qui nous étaient interdites à l'époque, puisque bon, les classes n'étaient pas mixtes comme aujourd'hui. Et donc les filles, on en voyait peu, et ça arrangeait les choses, quoi, le vol-à-voile. Après, c'était vraiment devenu, c'était la camaraderie, c'était, on n'arrêtait pas de se chambrer, c'était à celui qui avait la plus belle histoire, la meilleure histoire, il fallait faire rire les autres. C'est ça, c'est tout un tas de choses qui paraissent banales à ceux qui ont connu le vol-à-voile, puisque c'est ça, c'est ce côté camarade et tout ça qu'on voit. Et puis, quand je quittais le terrain, eh ben je rentrais dans une autre boîte. Je rentrais chez moi, où c'était contrôlé. Mon père ne tolérait pas une minute de retard, parce que, à cause toujours des événements, il ne pouvait pas savoir ce qui pouvait m'être advenu. Et c'était redevenu l'emprise de la famille, qui était à l'époque aussi très prenante, quoi, hein. On était élevés, je ne vais pas dire durement, mais beaucoup plus serré qu'aujourd'hui, quoi. Et je ressortais, et je repartais retrouver mes copains, et puis c'était tout, quoi, hein. Et surtout, j'avais trouvé la liberté de voler, la liberté, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ailes qui me semblaient être greffées aux épaules. Les bons moments, c'était les arrosages aussi, hein, parce que chaque fois qu'il y avait un brevet, ben, c'était l'occasion de boire un coup, on apportait le champagne, les petits gâteaux, et ça n'en finissait plus jusqu'à la minuit, et voilà. Et on rentrait à l'époque, je ne dis pas dans quelles conditions, mais enfin, c'était différent. Et puis puis après, ça a dégénéré, parce qu'on a vu on a commencé à voir sur la fin, avant même que le club ferme, on a commencé à voir les uns et les autres qui partaient, qui rentraient en France, et on se retrouvait de moins en moins. Et là, il y avait toujours des bons souvenirs, mais beaucoup moins. Et c'est devenu jusqu'au jour où le club a fermé. J'ai continué à voir Valco, je suis allé souvent déjeuner avec lui. J'ai des bons souvenirs parce qu'il m'a fait faire du link trainer sur vautour, donc chose que j'aurais jamais pu faire autrement. Je ne vais même pas parler du rendu, parce que c'était lamentable, hein. Je ne savais même pas où je me posais, hein. Comment on appelle ça, en IFR, c'était lamentable. Mais enfin, c'était un bon souvenir aussi. Et puis après, je suis parti à l'armée. Puis voilà, et puis après là, les bons souvenirs, on peut en reparler. J'ai un très bon souvenir aussi, après tous les déboires que j'ai eus en remorqué. Un jour, Valkoviak m'a demandé si j'étais libre. Évidemment, j'étais toujours libre. Et c'était pour faire un convoyage double de planeur de Relizane à Intemouchen. Et donc, on est parti en Storch, moi derrière, évidemment, lui piloter. Et là, j'ai apprécié le voyage au-dessus de l'Algérie, que je connaissais que par la route. Sauf une fois où j'avais fait quand même un immense voyage avec le docteur Deloupi, on avait fait Oran-Intemouchen et on s'était posé à Batna et on était revenu à Oran. Ça, c'était un voyage qui m'a permis de voir l'Algérie partout, la Kabylie, survoler la Kabylie, tout ça, quoi. Mais ce remorqué double, ça a été aussi un bon souvenir, bien qu'il ait démarré un peu difficilement, parce que le terrain était très court aussi. Il y avait 2 javelots, un derrière l'autre. Je ne connaissais pas le gars qui était dans l'autre javelot. C'était mon premier remorqué double, j'avais aucune instruction là-dessus. Valco m'a dit, vous vous démerderez, et puis c'est tout. Et on a décollé comme ça, et au bout du terrain, il y avait une immense haie de cyprès qui protégeait les orangers. À ce moment-là, c'était des carrés d'orangers entourés de cyprès. Et le Storch est passé vraiment à la cime des cyprès, si bien que c'est resté un bon souvenir, mais pendant les 3 premières minutes, j'étais prêt à la larguer pour être sûr de pouvoir passer. Après, ça a été un remorqué phénoménal, parce qu'à 2 planeurs, c'est très spécial. Il faut surveiller constamment devant, derrière, autour. Enfin. Et après, il m'a largué au-dessus, bien avant de Canastel. Comme j'étais à 1200 mètres, j'ai fait mon retour au terrain, tranquille, tout seul, le soir, alors que le terrain était fermé. Enfin bon. Pour moi, c'était un très bon souvenir aussi. Et voilà. Et pour finir, avez-vous fait une carrière professionnelle? Eh bien, normalement, j'aurais dû en faire une, mais il se trouve que, de toute façon, je devais en faire une, soit dans le voile-à-voile en étant instructeur,
soit dans le vol à moteur, parce que j'avais envie de voler en Afrique avec un piper et faire le vol de brousse, tout ça, c'est ce que je voulais faire. Et pour ça, il me fallait passer par la latte. Et donc je me suis engagé 4 ans dans la latte, je suis arrivé là-bas. Je me suis retrouvé dans un endroit un peu spécial, disons, avec un adjudant-chef qui m'a mis au parfum aussitôt. Je venais d'Algérie, j'étais très mal vu. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu viens faire en France? Pourquoi tu ne te bats pas là-bas? Au lieu de nous faire venir à nous. Et ça a été le point de départ d'un périple assez difficile, qui a eu un point final 2 mois après, quand j'ai fait la visite pré-vol. Tout s'est bien passé, j'étais prêt à... tout allait bien, j'étais impeccable, et à l'analyse d'urine, j'avais de l'albumine. Ils m'ont trouvé de l'albumine. Et l'albumine, ça a été rédhibitoire. Vous ne volez pas parce que vous avez de l'albumine. Je ne sais pas pourquoi encore. Bon. Et là, il a fallu que je résilie mon engagement, très difficilement, parce que chaque fois que je voulais résilier, on me trouvait des bonnes excuses pour ne pas accepter ma résiliation. Et puis finalement, j'ai fait mon temps. La guerre d'Algérie s'est terminée, comme tout le monde sait, et je suis passé petit à petit à être le premier contingent qui a fait 18 mois, donc j'ai été libéré, avec toujours un point qui n'a jamais été assouvi, c'est-à-dire voler pour moi et pour le plaisir. Ça a été arrêté là et ça en est fini là, quoi. L'armée m'a tout coupé et puis voilà, quoi. Donc, alors après j'ai recommencé. Je ne peux pas me plaindre de ça parce que aujourd'hui, grâce à Condor, il y a tous les pilotes avec qui je vole. Quand je passe sur un terrain, je prends rendez-vous et on part faire un tour. Et je fais du vol à voile à ce moment-là, pas de vol à moteur. Et ça, c'est formidable parce que j'ai gardé le contact. Je continue à voler, voilà. Mais autrement, pas de carrière professionnelle, malheureusement. Ni en avion, ni en plein air. Et ça, c'est un de mes grands regrets. Mais les années sont passées, hein, 60 ans. J'ai eu le temps de... Alors, Henri Deloupy, mon père, a découvert le vol à voile lorsqu'il était étudiant à côté de Nancy. Et pendant qu'il révisait ses cours, il voyait passer les planeurs de Pont-Saint-Vincent. Et c'est ce qui lui a donné l'envie de faire du vol à voile. Le vol à voile, pourquoi en Algérie? Alors pourquoi en Algérie? Tout simplement parce que notre famille est originaire d'Algérie. Mon ancêtre, arrière-arrière-grand-père, donc André Deloupy, est arrivé en Algérie en 1865 parce qu'il était originaire de Cerdagne, au-dessus de Perpignan, et le mildiou avait tué tous les ceps de vigne puisque les ancêtres étaient viticulteurs. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de s'expatrier en Algérie, où là, en tant que paysan, il a donc mis en valeur des terres et fait pousser des oliviers, des orangers, et créé une ferme qui s'appelait la ferme Saint-Jean. Et comme mon père est venu faire son service militaire en Algérie en 1936 ou 1937, donc bien évidemment, il a retrouvé des membres de sa famille qui étaient là déjà depuis 2 générations. Et il s'est retrouvé avec M. Valkoviak qui était chef pilote, voilà, mon père étant président. Valkoviak qui était un excellent professionnel avait aussi la réputation d'être assez coléreux, mais l'un dans l'autre, ils ont fait un bon tandem. Ils ont bien travaillé ensemble, justement pour le développement du terrain de vol à voile de Canastel, qui était à proximité de la mer. Et donc les Vélivoles faisaient du vol de pente le long des falaises qui dominaient donc la Méditerranée, à proximité du terrain. Qu'est-ce qu'il y avait comme sorte d'aérologie à cette époque-là? Alors l'aérologie, c'était surtout du vol de pente le long des falaises. Et il y avait également des collines qui étaient donc plus au sud. Et il y avait surtout en été de forts thermiques qui n'étaient pas toujours évidents à maîtriser, mais ils ont fait des vols très intéressants.
Et ils ont même fait une année, ils ont été à Relizane dans l'arrière-pays oranais, pratiquement à la limite du Sahara, où ils ont fait des vols assez extraordinaires dans du thermique pur, puisque là-bas l'air est très sec. Et ils ont eu parfois du mal, hein, parce que les thermiques étaient très très puissants. Et bon, c'était encore des planeurs en bois et en toile, donc il fallait être très vigilant. Quel souvenir j'ai de cette période lorsque j'étais enfant? Je me souviens très bien, tous les mercredis, donc, j'accompagnais mon père sur le terrain de vol à voile, où il assurait son apprentissage. Et puis ensuite, en tant que vélivole, je jouais avec les autres enfants, on traînait au bar du terrain, il y avait une bonne ambiance. Il y avait également les mamans qui étaient là, notamment ma mère qui venait de temps en temps. Je découvrais donc ces planeurs. Il y avait de mémoire un C800, un Caudron 800 biplace. Je me souviens également, le club avait acheté un planeur tout neuf, c'était un Javelot qui était de couleur orange, très joli. Breguet 900 également, ouais, Breguet 900 ou 901. Voilà, très très bonne ambiance. Il faisait du vol de pente, bien sûr, sur les falaises qui dominaient la mer, qui était un petit peu plus loin. C'était vraiment une très belle période de ma vie. Et puis, il y avait cette ambiance que j'ai retrouvée à Fayence lorsque j'ai fait mon apprentissage, donc à la fin des années 60, 69 précisément, quand j'ai eu mon brevet élémentaire de pilote de planeur, et puis au début des années 70, où véritablement on sentait vraiment un esprit d'équipe. Il n'y avait pas de différence entre les classes sociales, enfin tout ça était très très harmonieux. Tout ça se faisait dans la joie et la bonne humeur, mais dans un cadre technique très rigoureux, bien évidemment, parce que le vol à voile est quand même un sport, sinon dangereux, du moins, qui a besoin de beaucoup de technicité et beaucoup de sens des responsabilités. Alors, la Coupe de Loupi, donc, mon père étant président de l'aéroclub de Canastel, à côté d'Oran en Algérie, il avait créé cette coupe chaque année. Donc, le pilote qui avait fait le plus d'heures de vol était récompensé avec cette coupe. D'ailleurs, Jean Gravier, dans son livre Indépendance 1959-1961, en parle, puisqu'il a lui-même gagné cette coupe. Je crois qu'il avait fait la même année, il a fait plus de 180 heures de vol, alors que le second n'avait même pas fait 70. Voilà. Bien sûr, il en était très fier. D'un autre côté, ça permettait de pousser les villes-vols à voler le plus possible. Puis ça faisait rentrer de l'argent dans les caisses, bien évidemment, de l'aéroclub, qui n'était pas très riche. Voilà. Oui, alors effectivement, un certain nombre de circuits ont été organisés à l'époque. Il y a eu de belles performances, hein. Je crois que mon père d'ailleurs est monté à près de 3800 mètres d'altitude. Après, on avait des conditions aérologiques exceptionnelles, puisqu'on est quand même en Afrique, même si on est en Afrique du Nord. Donc en été, dans l'arrière-pays algérien, on se retrouvait avec des thermiques pures, avec des ascendances absolument extraordinaires, hein, plus 3, plus 4, voire même plus 5 mètres secondes. C'était parfois dangereux, hein, mais bon, il fallait être très vigilant. Il faisait également du vol d'onde, il y avait de l'onde parfois, et du vol de pente, bien sûr, le long des falaises qui bordaient la Méditerranée, pas loin du terrain. Je sais qu'il a été organisé aussi, je crois, c'était en 60 ou en 61. Ils sont partis à plusieurs voitures avec remorques, etc., dans l'arrière-pays, pratiquement à la limite du Sahara, où là, ils ont fait des vols assez extraordinaires. De mémoire, ils avaient emmené deux ailes volantes. Il y avait, il y avait également un Breguet, hein, je crois 900 ou 901. Il y avait également un Javelot, tout neuf, qui avait été acheté par le club, je me souviens, de couleur orange. Voilà, les conditions étaient quand même vraiment extraordinaires. Et donc, 30 ans plus tard, mon père, qui finalement avait la nostalgie de ces vols-là, est parti en Espagne un été pour voler sur un terrain qui avait été conçu par les Allemands,
où là, les performances aussi étaient assez extraordinaires. Ils ont pu voler sur la Sierra Nevada, etc. Et vraiment, ça y a rappelé de très bons souvenirs sur les vols dans le sud algérien. Oui, alors mon père a commencé le vol à voile assez tard, je crois aux alentours de l'âge de 42 ans, parce qu'il était pris par ses activités professionnelles. J'étais président de différentes associations, anciens combattants, etc., médicales. Et donc, voilà, donc à l'âge de 42 ans, il a commencé son apprentissage. Je crois 2 ans après, il est devenu donc président de la section de vol à voile de Canastel en Algérie. Et puis ensuite, après l'indépendance, il est venu voler à Fayence et effectivement, on lui a demandé de reprendre en main, si vous voulez, le destin du club qui avait des difficultés financières. Et fort de son expérience, bon, il a pu petit à petit, avec l'aide de bénévoles et de collaborateurs avisés, à remonter finalement le vol, ce club qui est devenu premier club de France à l'époque. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ses activités professionnelles et le fait qu'il soit président du club ne lui laissaient pas beaucoup de temps pour voler. Ce qui fait qu'il s'est rattrapé par la suite, quand il a pris sa retraite et qu'il n'était plus président, à telle enseigne qu'il a fait son premier 500 km but fixé Fayence-Saint-Gervais, 520 km, à l'âge de 70 ans. Et, il a fait un compte-rendu très précis, d'ailleurs, qui est paru, je crois, dans Aviasport. Et il était véritablement passionné. Il avait le vol à voile, je dirais, dans son ADN. Je n'ai jamais vu aussi heureux que sur un terrain. Et au retour d'un circuit, et puis lorsqu'il en parlait. D'ailleurs, c'était contagieux, puisque moi-même, j'ai vécu de très beaux étés, notamment à Fayence. J'ai volé un petit peu aussi en Suisse. Et voilà, donc il incarnait véritablement la passion du vol à voile. Après tant d'années, Henri de Loupy a reçu beaucoup de témoignages de reconnaissance, de sympathie, d'honneur. Oui, c'est-à-dire que mon père a eu, comment dirais-je, une activité professionnelle intense, c'était un grand homéopathe, reconnu d'ailleurs. Il a participé à beaucoup de colloques, il a écrit également pas mal d'articles dans des revues professionnelles médicales. Il était reconnu comme vraiment un spécialiste dans sa partie. Parallèlement à ça, c'est un grand sportif, hein, il a beaucoup joué au foot quand il était jeune, il faisait partie d'une équipe à Nancy. Il participait à des concours de tir où il a eu plusieurs diplômes. Et puis il a joué au tennis également, il était bien classé en tennis jusqu'au jour où il a marché sur une balle, il s'est cassé le ménisque, il a été obligé d'arrêter de jouer. Donc finalement, le vol à voile est venu à temps pour le sauver, dirais-je. Et puis, si vous voulez, il a eu une carrière aussi militaire assez exemplaire, puisqu'il a fait son service militaire en Algérie, je crois que ça devait être en 1937 ou en 1938. Ensuite, la guerre a été déclarée, donc son régiment a été mobilisé. Oh, ça a duré quelques jours, hein, le temps de rejoindre la frontière tunisienne avec les tirailleurs algériens. La guerre était terminée. Bon, on retourne dans ses foyers, il rouvre son cabinet, et puis en novembre 1942, les Américains ont débarqué en Afrique du Nord. Voilà, et donc lui étant officier de réserve dans l'armée d'Afrique, il a fait tout ce qu'il pouvait, alors qu'il avait 3 enfants, il n'était pas obligé de le faire, d'intégrer donc le corps français intégré dans l'armée américaine. Et il a débarqué comme ça, médecin-chef d'un régiment de chars. C'était le 2e cuirassier de la 1re division blindée, au sein de la 1re armée française qui était dirigée par le général Delattre. Ils ont débarqué le 15 août 1944, donc en Provence, très exactement sur la plage de la Nartelle, près de Saint-Raphaël, où résidaient ses parents d'ailleurs. Et il a écrit un livre, en fait ce sont ses mémoires de guerre, qui s'appelle « C'est nous les Algériens ». Pourquoi c'est nous les Algériens? Parce que c'était le titre de la chanson qui était chantée par l'armée d'Afrique, puisqu'elle était composée à peu près pour moitié d'Européens,
notamment de Français qui avaient fui la France, qui étaient sous le joug allemand, de pieds noirs, et puis également d'indigènes. Il ne faut quand même pas oublier que si son régiment, si la division blindée a libéré Marseille, donc fin août 1944, pratiquement le même jour où le général Leclerc a libéré avec la 2e DB Paris, je crois que ça s'est fait pratiquement concomitamment, les tirailleurs algériens étaient quand même en première ligne et ils ont payé un lourd tribut justement à la libération de Marseille. Voilà. Et puis ensuite il a fait toute la campagne d'Alsace, Rhin et Danube. Il s'est retrouvé dans des situations très compliquées. Le régiment a été encerclé, notamment à Altkirch, au sud de l'Alsace, pendant 3 jours, encerclé par des parachutistes allemands. Et le régiment a été décoré d'ailleurs pour sa bravoure. Voilà. Et ensuite, il a fait partie, bien évidemment, des anciens combattants. Il a continué à suivre les sessions et en tant qu'officier de réserve, il est arrivé au grade de lieutenant-colonel, donc le lieutenant-colonel Henri de Loupy. Et il y a quelques années, la mairie du Luc en Provence a décidé de baptiser une rue au nom de mon père, donc le médecin-colonel Henri de Loupy, qui existe bien évidemment toujours dans la ville du Luc. Voilà. Ça a été le premier combat qui a été livré après le débarquement à la Nartelle, où l'un des chars a été mouché par un 88 allemand, et ensuite le 88 a été détruit et les premiers blessés ont été secourus par effectivement l'équipe médicale de mon père, qui est accompagnée par des infirmiers, il y avait des ambulancières, enfin bon, ils se sont dévoués corps et âme. Et il en a gardé un souvenir vraiment très... c'était très dur, mais en même temps, il était très fier d'avoir pu participer à cette épopée. Voilà, alors mon père a écrit donc son testament, qui est un petit peu particulier parce que il a demandé dans son testament, il ne voulait pas être enterré, donc il a été incinéré. Et il a demandé à ce que ses cendres soient jetées du haut d'un planeur sur le pic de l'Aiguillette, voilà, qui est je crois dans les Alpes de Haute-Provence. Et je m'étais acquitté de cette mission avec le président du club de faïence, hein, M. Albertini. Nous étions partis tous les deux sur un motoplaneur et voilà, c'était très émouvant de pouvoir jeter ses cendres sur le pic de l'Aiguillette, où il s'était, disait-il, que c'était une petite montagne un petit peu en forme de pagode, et quel que soit le vent, est, ouest, etc., il arrivait toujours à se récupérer à cet endroit-là pour pouvoir rentrer à Fayence. Et donc, quelques mois après sa disparition, eh bien voilà, nous avons rempli cette mission avec beaucoup de gravité et également beaucoup d'émotion. Voilà, alors donc effectivement le vol à voile en Algérie jusqu'en 1962, puisque l'indépendance de l'Algérie est intervenue le 5 juillet 1962. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la dernière année, évidemment, il y a eu des interdictions de vol, puisqu'il y avait des incursions, effectivement, de rebelles, donc on craignait quand même pour la vie des pilotes. Il y a un stage qui avait été organisé dans le sud algérien, à Relizane, un nouveau stage, puisque l'année précédente, ils avaient testé les conditions aérologiques dans le sud algérien. Et malheureusement, donc, l'armée a interdit effectivement le vol des planeurs pour des raisons de sécurité. Et quand l'indépendance est arrivée, le club, les planeurs ont été démontés. Je crois qu'ils ont été détruits par la suite, on ne sait pas dans quelles circonstances. Le fait est que le vol à voile n'a jamais rené de ses cendres, tel le phénix. Il ne se passe plus rien à ce niveau-là, contrairement au Maroc où il y a encore depuis toujours un petit centre qui vole. Bon, c'est dommage parce que les conditions aérologiques sont quand même assez extraordinaires. Et
en espérant qu'un jour, effectivement, le voile à voile puisse trouver un nouvel essor dans cette belle Algérie qui recèle des conditions climatiques, météorologiques absolument extraordinaires pour ce type de sport. Voilà, on peut l'espérer.